Monsieur Liagre, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre superbe maison à côté de Toulon, une maison remplie de costumes, de choses aussi bigarrées, colorées qu'extraordinaires. Pourriez-vous nous dire quelle est votre spécialité? Ma spécialité, cher Mathieu, mode et textile du XVIIIe au XXe siècle. C'est très très large et heureusement que je suis curieux, que je fais ça depuis 40 ans. J'ai commencé à collectionner il y a 40 ans. C'est la structure, l'architecture du vêtement qui m'intéresse et l'analyse du textile. Car ça permet d'aborder à la fois un vêtement par son aspect textile, composition, trame, chaîne, soie, coton, lin, et donc qui donne déjà des renseignements sur ce vêtement, et ensuite sur l'architecture du vêtement, c'est-à-dire tout simplement sa coupe, qui permet de définir une période de l'histoire civile de la mode. Vous avez quelque chose sous le... C'est du papier cellophane? Papier de soie non acide pour la conservation des textiles et qui permet de les protéger aussi de la lumière parce qu'effectivement tous les textiles, les couleurs sont sensibles à la lumière. C'est pour ça que dans les musées et dans les réserves dignes de ce nom, les textiles et les costumes sont à l'abri des pixels et de la lumière. Donc ça c'est du papier de soie non acide car le carton attaque l'acidité du papier normal du commerce, ça c'est un papier de conservation, attaque les textiles. De même que je me suis lavé les mains avant de vous présenter ça, car l'acidité des mains peut attaquer aussi les textiles. Dans les musées, en général, on met des gants. Est-ce que cela veut dire que c'est rare de trouver des textiles ou des costumes en état? Parce que j'imagine que la famille traditionnelle qui hérite de costumes ou de textiles dans les armoires familiales ne fait pas attention à la préservation. C'est toujours un miracle du temps quand vous avez une pièce qui remonte dans le temps au XVIIe ou au XVIIIe siècle et qu'elle vous arrive aujourd'hui intacte. C'est bien souvent grâce à des mains féminines qui, en Provence, dans les armoires en noyer, mettaient à plat les jupons piqués comme avant la Révolution française. On démontait les jupons, on les a mis à plat. Comme par hasard, ces jupons piqués marseillais ressortent à la première restauration de Louis XVIII, parce que c'est aussi un phénomène social et politique, l'histoire du costume. Et comment c'est préservé, c'est toujours un miracle du temps. Alors c'est bien simple, on perd toujours la traçabilité du costume, dans tous les cas, parce que les gens ne veulent pas dire que telle robe ou telle robe à la française sort de tel château. Madame Catherine Deneuve, quand elle vend ses robes, elle ne le dit pas parce qu'elle veut qu'on lui foute la paix, elle a bien raison. Donc on perd souvent le pédigré et la traçabilité des costumes. Et c'est vrai que derrière, il y a des mains féminines qui ont préservé tout ça, comme par hasard sur cette table, qui est un rare ensemble complet, un meuble fin Louis XV en indienne, en toile peinte des Indes. Les indiennes en France ont été introduites à Marseille. L'importation des Indes, via la Compagnie des Indes, des cotons imprimés a été interdite pendant plus de 70 ans. Ça a été la fameuse prohibition des indiennes. Sous Louis XIV, cette prohibition a duré 70 ans et a été élevée par Louis XV en 1759. Durant ce laps de temps où il était interdit d'introduire, de fabriquer, de produire des indiennes, pour plusieurs raisons. À la fois, ça gênait le commerce des soyeux lyonnais, donc un problème commercial, et puis aussi, surtout, Louis XIV a voulu, parce que les indienneurs en France étaient avant tout des huguenots et des protestants, l'édit de Nantes était collé à ça, et effectivement, ça a permis au roi Louis XIV de faire sortir tout ce beau monde protestant vers la Suisse et vers l'Allemagne, et l'Alsace, qui n'était pas encore dans le royaume de France à cette époque-là. Donc il y a aussi une raison politique. Donc interdiction d'utiliser ça, ces cotons fleuris qui sont aussi beaux que des soieries lyonnaises ou Louis XV. Qu'est-ce qui plaît à ça? Alors les Provençaux, c'est très tardivement que les Provençaux ou les Catalans ont récupéré, je vous signale que c'est absolument pas un motif répétitif, que c'est véritablement peint à la main selon une technique très particulière de mordançage, c'est-à-dire de passage de sel d'Alain au pinceau et par trempage, qui permet ensuite de passer la couleur et de fixer la couleur, parce que sinon c'est du petit teint. Les seuls témoignages d'indiennes fabriquées à Marseille de la fin du XVIIe, c'est à la Bibliothèque nationale de France, dans les fameux carnets de Richelieu vers 1735, me semble-t-il. Le cardinal a imposé toutes les manufactures européennes et les petits samples en anglais, les échantillons indiennes de Marseille. Les indiennes de Marseille, ça ne marchait pas parce que c'était au XVIe siècle, c'était les marchands de cartes à jouer qui imprimaient sur du papier, qui ont imprimé le coton avec des tampons. Bon, évidemment, ils n'avaient pas le secret de la fixation des couleurs. Ce secret a été apporté par les Arméniens en Provence, tout à fait. Donc il y a toujours une origine étrangère à cela. Donc les indiennes de Marseille au XVIIe siècle étaient évidemment de très mauvaise qualité et surtout ils n'avaient pas totalement le secret de ce qu'on appelle l'indiennage. Qu'est-ce qui fait l'extrême rareté de ce que vous nous présentez aujourd'hui? Tout simplement, c'est Compagnie des Indes, c'est-à-dire c'était fait dans les comptoirs en Chine, à Canton ou en Inde. Brièvement, il y avait les Portugais, puis après les Hollandais, puis après les Britanniques, et les Français sont arrivés les derniers, sont partis les premiers, chassés
par les Anglais à Pondichéry sous Louis XV. Donc la Compagnie des Indes orientales françaises avec les ports marseillais, Lorient, Bordeaux et Nantes sont des pièces souvent rarissimes, qu'on a du mal à identifier parce qu'il n'y avait pas de stamp, de cachet Compagnie des Indes orientales, alors qu'il y avait un cachet hollandais et un cachet britannique. Ça, c'est probablement français. Who knows? Personne ne le sait. Mais, ceci dit, c'est un meuble complet avec de la passementerie d'époque, passé chez le tapissier, un salon donc de 6 sièges avec les accoudoirs, adossoirs, taillés dans une indienne des Indes. Alors évidemment, vous allez me dire comment on reconnaît une indienne des Indes d'une indienne française. Je vous rassure, c'est très compliqué. C'est uniquement l'expérience qui permet d'appréhender cela. Là, ça c'est rare parce que ça n'a jamais vu ni le soleil ni l'eau. C'est-à-dire, si jamais vous le trempez dans l'eau ou dans la lessive, vous perdez le chintz, le glacé, c'est-à-dire ce blanc d'œuf que les Perses imposaient sur les toiles pour à la fois faire briller, faire riche, et à la fois pour conserver les couleurs. Quand vous trempez, en général, vous perdez deux choses, le jaune qui n'est pas solide. Donc ici, vous reconnaissez une toile peinte des Indes, alors je vais vous le montrer, à la superposition du jaune sur le bleu qui donne cette couleur vert-jaune, car le verre solide a été inventé seulement sous le Premier Empire au XIXe siècle. Donc on reconnaît les toiles anciennes du XVIIIe siècle par la superposition des couleurs. Évidemment, si vous trempez cela dans la lessive, le jaune s'en va et vous avez le bleu à la place. Et déjà, vous perdez une couche. Donc, c'est plus l'indienne originale. Là, vous vous en prenez plein la vue parce que vous avez là une indienne avec les dégradés de couleurs, le pinceautage, le mordançage, des fois l'impression en réserve, c'est-à-dire qu'on peint à la cire, on teint en indigo, en bleu, vous avez déjà entendu parler de ça. Ensuite, on fait fondre la cire et il reste en négatif les dessins réalisés à la cire qui sont restés non colorés, qui sont restés blancs. Donc il faut savoir que cette technique très très compliquée, beaucoup plus compliquée que le tissage des soieries à Lyon de l'indiennage, a mis plusieurs siècles. Je reviens sur la prohibition qui a duré 70 ans. Durant cette prohibition, dans le royaume de France, tout le monde a bravé cet interdit. Les Indiennes arrivaient en contrebande par Marseille, qui était port franc. On rentrait sur Aix, on mettait un tampon aixois et le tour était joué. Et même jusqu'à la barbe du roi Louis XV, la marquise de Pompadour, la favorite du roi Louis XV, arbore dans un tableau célèbre à la National Gallery de Londres une robe en indienne des Indes. Donc jusqu'à la barbe du roi, les gens portaient des indiennes. Comme tout ce qui est interdit en France et à cette époque-là dans le royaume, effectivement, l'interdit était sans arrêt bravé et c'était super à la mode, si ce n'est plus que les soieries. Mais les soieries ont toujours coûté beaucoup plus cher que les indiennes. Ici, par exemple, vous avez des exemples. Ça, c'est un intéressant casaquin. Alors, une veste 18e, nous sommes Louis XV. Donc, ça pourrait être initialement un manteau de robe long, qui parfois pouvait être coupé pour devenir un casaquin, pour s'arrondir sur les basques de la jupe. Le costume féminin au XVIIIe siècle ne comporte pas de boutons. Il s'agrafe, il se noue. Il y a des liens pour serrer, agrandir, élargir la taille. Ici, vous avez par exemple un caraco, alors dit provençal. Alors là, nous avons encore une indienne. Celle-ci est française, elle est de Jouy en Josas, Oberkampf. Donc des exemplaires similaires se trouvent au musée de la toile de Jouy. Ici, nous avons un fond ramoneur ou tête de nègre. Alors ce fond-là, c'était simplement la mode sous Louis XVI, avec le naturalisme, le Trianon, tout l'esprit français, de porter ces tissus fleuris qui étaient à la mode en France, tout simplement, et aussi à la cour, que la Provence a récupéré au XIXe siècle et qui est devenu identificateur du costume provençal. Celui-ci est directoire, il est très très court, il y a un petit P en l'air derrière, vous savez, c'est les petites choses proéminentes qui basculaient sur la jupe comme ça dans le dos. Les manches sont très très longues, alors ça c'est une femme. Ce n'est pas une fillette, ce n'est pas une grenouille, c'est simplement une femme ou une jeune femme. Et vous remarquez qu'ici, vous avez des liens qui permettaient de resserrer sur la poitrine et d'élargir un petit peu, donc pas de boutons. L'intérieur est rustique, toile de récupération, une rouennerie, du lin, du chanvre, et la jolie toile, ou soie, ou indienne, qui coûtait quand même très très cher à l'époque. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport à la fraîcheur des couleurs. Est-ce à dire que lorsque l'on avait un ensemble comme ça qui valait un certain prix, on ne l'avait pas ? Alors on lavait les dessous, on lavait pas les habits d'apparat, c'est-à-dire vous laviez d'ailleurs comme aujourd'hui, la chemise, slip et soutien-gorge n'existaient évidemment pas, les chemises étaient très longues, vous aviez les corsets, et ensuite dessus, on travaillait par couches. Dans le peuple, on travaillait par couches, les femmes avaient des jupons, donc elles dormaient avec un jupon, elles se levaient le matin, elles mettaient un jupon rayé pour passer la pièce, je vous parle de la Provence, elles allaient faire le marché, elles mettaient le jupon piqué en Provence, et l'après-midi pour sortir, aller voir sa copine, elles mettaient une robe par-dessus, donc on avait 4 couches. Et qu'on n'enlevait jamais, en fait.
Évidemment, le blanc, le linge dit de Corse lavé, se faisait bouillir, s'amidonner pour les coiffes, pour les fichus, pour la chemise. Et donc des chemises 18e de femmes, c'est d'ailleurs relativement rare, c'est tout simplement un triangle avec des manches longues et un lien souvent au niveau de la poitrine pour serrer, dégager ou resserrer. Le costume féminin du XVIIIe siècle est toujours modulable, alors que l'homme était, lui, boutonné, on va en parler après. Qu'est-ce que vous avez derrière vous, là, avec ces rayures? Alors, ça, c'est révolutionnaire. J'ai acheté ça il y a 30 ans, c'est collection personnelle à Avignon. C'est un Spencer qui nous a hérité de l'anglomanie ambiante sous le règne de Louis XVI, c'est-à-dire tout ce qui est sportif, élégant, cintré. On quitte l'étiquette française de la robe volante, triangulaire, pour avoir des choses ajustées près du corps. Donc là, vous êtes très très ajusté dans la taille du dos, c'est aussi une dame. Et la reine Marie-Antoinette apportait un ensemble comme ça, rayé. Donc tout ce qui est rayé, simplification, nous vient des Britanniques. Ici, c'est une soie gros de tour ombrée rayée. Et devant, inspiré du vestiaire masculin, avec le petit col officier, simplement c'était épinglé. Simplement c'était épinglé. Et dessous, un taffetas de soie rayée de récupération. Donc ça, c'est un modèle relativement rare et très intéressant de Spencer ou de veste 1789-1792, avec évidemment tout le travail du dos qui a fait rêver plus d'un couturier du XXe siècle. En ce qui concerne l'expertise, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre domaine à expertiser? Quels sont les éléments qui vous posent le plus de difficultés à identifier? Indubitablement, le XXe siècle, quand les choses ne sont pas griffées, quand on a affaire à un travail d'atelier de haute couture dont la griffe a disparu, c'est effectivement le XXe siècle qui est le plus difficile pour moi. C'est vrai que ma culture première est le XIXe, puis après le XVIIIe, et que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir beaucoup de costumes en main, les miens ou ceux des autres, ou d'autres collectionneurs, ou dans les musées, des fois de toucher, et avoir ce contact tactile avec les vêtements pour apprendre la matière, c'est très important. Le XXe siècle, ça a pour moi 15 ans d'études, et c'est parfois beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué. Vous vouliez contrebalancer la rareté de ce que nous voyons sur la table par un tissu très ordinaire qui est juste là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Celui-ci, il n'est pas si ordinaire que ça, c'est une rouennerie. C'est-à-dire, en fait, alors rouennerie de Rouen, évidemment, parce que c'est à Rouen qu'on tissait historiquement, depuis le XVIIe siècle, des tissages à carreaux en siamoise. Alors, qu'est-ce qu'une siamoise? C'est Louis XIV, l'ambassadeur du Siam, etc., les rayures. Donc, tout ce qui est Siam, c'est rayé. Mais c'est aussi le chiffre 2, c'est la dualité. Et une siamoise, c'est surtout un mélange trame et chaîne, coton-lin ou coton-chanvre. Donc, une siamoise, c'est deux matières. C'est deux matières. Alors là, c'est rayé, c'est à carreaux, pardon, c'est à carreaux. Et c'est peut-être pas de Rouen d'ailleurs, parce que c'est simplement une terminologie commerciale. Mais en tout cas, c'est ce qui se fabriquait en France, en province, comme on dit. Et c'est très rustique. Ça, c'est simplement, c'est déjà pas mal, un ciel, un fond de lit ou un ciel de baldaquin. Et celui-là est XVIIIe siècle. Et alors, la magie des textiles, et c'est ce qui est la difficulté dans l'expertise, c'est de voir un petit peu les choses qui sont transformées par le temps. Alors, vous avez deux visions de la restauration, c'est-à-dire le maintien malgré les transformations sur un textile ou sur un caraco, on retrécit une taille, on refait une couture, on fait un ourlet, on modifie. Les costumes du XVIIIe siècle, on s'en sert dans les châteaux pour faire les fêtes et les travestissements avec Paul Poiret dans les années 15. Donc ces choses-là sont conservées, quand elles sont modifiées. Donc vous avez deux visions des choses, ou laisser les choses telles quelles avec leurs modifications successives dans le temps, ou de remettre une pièce dans son état d'origine. Donc ce sont deux dualités sur lesquelles les scientifiques, souvent, les conservateurs, ne sont pas toujours très d'accord. Mais en fait, il faut être au courant de cela. Ça n'a pas été modifié, ça a peut-être été recousu au 19e. Alors il faut savoir que le textile étant tellement cher et rare, l'indienne, la soie, le taffetas, voire même les siamoises, qu'on réutilise le textile à 100%. Ça se voit bien dans l'encyclopédie de Lambert Diderot, quand vous avez le patron d'une veste d'homme, d'un habit d'homme ou d'une robe à la française, sur un coupon de tissu entre les deux laits, on utilise 100% de la toile, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une robe d'apparat, dont je vais vous montrer, une robe de cour que je vais vous montrer au deuxième étage, avec des morceaux de patchwork. Ça veut dire qu'on réassemble les morceaux pour utiliser 100%, parce que à la fois c'est rare et riche. Donc, et c'est pour ça que c'est conservé, que ce n'est jamais vraiment jeté.
Que se passe-t-il lorsque vous avez un vêtement qui comporte des manques? Y a-t-il des restaurations particulières? Est-ce que vous les touchez, vous ne les touchez pas? La réparation n'existe pas dans le costumencier. On peut, tout au plus, une très bonne couturière ou une assistante de restauration peut consolider une couture, un petit accroc, mais à la villa, j'interviens toujours de manière à minima. On va dire que c'est souvent, entre guillemets, la collection finale, le client final, qui, selon des visions de restauration scientifique qui changent selon les pays, on ne restaure pas en France comme on restaure aux États-Unis. Donc, effectivement, on ne lave pas en France, on peut laver aux États-Unis. Et en Russie, n'en parlons pas, c'est encore autre chose. En Russie, c'est la remise à neuf, pure et simple, des vêtements. Voilà. Mais donc, ce sont des visions très, très différentes. Donc, je ne touche pas les costumes et je n'achète pas, je ne collectionne pas les costumes trop abîmés parce qu'il faut qu'ils partent en clinique. Et ça, je ne suis pas une clinique du vêtement. Mais ça, c'est le prototype de l'étiquette à la cour du roi de France. Donc, c'est une robe dite à la française, qui s'appelle à la française dans le monde entier d'ailleurs. C'est cette étiquette pyramidale qu'on trouve depuis Louis XIV sous la Régence. On appelait ça les robes volantes. Et donc, c'est la forme triangulaire, avec ce fameux manteau de robe et ces plis qu'a si bien décrit le peintre Watteau, un manteau et une jupe. Et donc, le manteau recouvre la jupe et l'apparat à la cour, c'est avec une pièce d'estomac. Tout ça, pas de bouton. Tout ça est lacé, épinglé. Il n'y a absolument aucun bouton. Alors que dans la mode, effectivement, l'anglomanie sous Louis XVI a amené les choses beaucoup plus proches du corps et les robes dites à l'anglaise, j'en ai pas à vous présenter ici, sont très très cintrées sur le corps, alors que les robes à la française sont très amples et pyramidales. L'anglomanie, par exemple, là nous sommes vers 1790-95, tout juste à l'aube du consulat et du directoire. Eh bien, d'abord, ce sont les mousselines de coton des Indes qui deviennent à la mode. On oublie les soies et l'étiquette française de l'Ancien Régime. Et vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces fameux Spencer, exactement de l'anglais Spencer, d'inspiration à la fois de la simplification anglomanie, du sport amenés par les Anglais, et surtout les vêtements très près du corps qui mettent en exergue les formes féminines et masculines. Donc voici un Spencer et une robe dite à l'antique, à l'aube du consulat, et c'est un ensemble français. Ici, nous sommes dans le négligé français, comme au siècle des Lumières. On voit Jean-Jacques Rousseau, Diderot se faire peindre le portrait en bagne et en robe de chambre qu'on appelait morning gown en anglais. C'est pas du tout pour aller se coucher, ni pour dormir. C'était le comble et le summum du luxe et du snobisme de se faire peindre le portrait, la plume à la main, les poils à l'air, avec son bagnan d'intérieur toujours pyramidal. Pensez à l'étiquette française. Pyramidal, souvent en toile, d'ailleurs, de Chine, Canton, toile peinte des Indes. Ici, on a un bagnan Louis XV, observez la taille, très petite stature, assez rapelot. Donc là, vous visualisez à peu près les êtres humains du XVIIIe siècle par rapport à ma taille, puisque je suis du XXe et XXIe siècle. Donc là, vous avez un négligé masculin qui était ouvert, assis à la table, et on recevait dans les bastides, dans les grandes maisons, dans les châteaux, en tenue d'intérieur. On est à quelle période précisément? Alors là, nous sommes début Louis XVI, vers 1780. Là, nous sommes fin Louis XV, entre 1750 et 1765. Ici, c'est un bagnan en lampasse lyonnais, en lampasse de soie de Lyon, qui était, je vous rappelle, à l'époque, au XVIIIe siècle, les plus grandes soieries du monde étaient françaises. Également à côté, vous avez, un petit peu plus tard, au début du XIXe siècle, sous la première restauration, cette robe provient d'une famille d'un château d'Avignon. Observez ce vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce vert jaune qu'on obtient par mélange de l'indigo et des couleurs jaune safran. Donc ça, c'est un satin molletonné, inspiration de la mode masculine. C'est une robe redingote, donc en fait, c'est une robe manteau. Vous n'avez pas besoin d'avoir une robe là-dessous, c'est la seule chose que vous portez. Et observez le travail de passementerie, de boutons gaufrés et de pétales gaufrés dans ce taffetas vert de la première restauration. Les manches commencent à devenir, là on est encore à des petits gigots. Vers 1835, 20 ans plus tard, on va avoir ce genre de choses. Donc les grands gigots de la période romantique. Donc ça veut dire l'extravagance. Vous savez que pour avoir ces silhouettes à la Cassius Clay comme ça, les femmes, les élégantes, allaient jusqu'à mettre des postiches sous les épaules, rembourrées de plumes, pour pouvoir avoir cette silhouette de la période romantique que l'on retrouve exactement sur la scène aussi à la même époque. La Taglioni, où la taille commence à redescendre à la Restauration, les jupes s'élargissent et donc tout ce look est vraiment... on retrouve ça dans l'histoire du ballet classique à l'Opéra de Paris.
Et c'est, effectivement, la scène s'inspire de la rue. Vous avez des datations assez précises. Comment faites-vous pour attribuer la datation, l'origine d'une robe ou d'un costume? D'abord, je commence par l'analyse du textile. Quand j'arrive à obtenir des informations sur les textiles, si c'est de fabrication française ou étrangère, c'est la partie la plus compliquée. Ensuite, les critères de mode, j'arrive à dater sérieusement sur circa entre 4 et 5 ans. Quand c'est plus difficile, c'est des fois 8-10 ans, mais je ne suis pas adepte de dater à un an près. J'ai des collègues qui peuvent dater été 1862 par rapport à des revues de mode de l'époque. C'est vrai qu'à partir du Second Empire jusqu'à la Belle Époque, on a le développement massif, le Journal des Demoiselles, toutes les revues de mode qui permettent, comme aujourd'hui dans les défilés d'haute couture, de dater une robe à un an près. C'est un exercice que moi déjà je ne possède pas parce que je trouve ça un petit peu trop restreint de dire 1842 ou 1800. Ici, nous sommes entre 1833 et 1838, donc je vous donne 5 ans. Par rapport à l'extravagance des manches, 1835, c'est la plus grande extravagance des manches. La taille commence à redescendre. 28-30, on est encore haut, et en 40, elle redescend à la taille, vraiment, 1840. Donc ça, effectivement, vous avez quand même les revues, les dictionnaires de l'histoire de la mode. Le principal dans la mode, je crois, c'est plutôt le portrait, la peinture. Pour moi, c'est la meilleure source d'inspiration, c'est avant tout le portrait. Ce n'est pas forcément le dictionnaire. Le dictionnaire, on y vient après pour compléter, affiner, etc. Mais c'est l'iconographie picturale dans le portrait est capitale, je pense, pour le costume. Une question de Béotien. Qui décidait de la mode? La naissance de la haute couture avec un Anglais qui s'appelait Worth sous le Second Empire, qui a décidé d'habiller les amis de l'impératrice et qui a inventé le concept de haute couture, puis après la chambre syndicale, et puis la haute couture française qui est un label protégé. Avant cela, la mode se transmettait par des poupées de mode, par des revues qui étaient balbutiantes au début du 19e siècle, mais au 18e siècle, vous aviez les poupées de mode et surtout les marchands de mode. Alors les marchands de mode, ce n'était pas du tout Karl Lagerfeld ou Yves Saint Laurent. Les marchands de mode, c'était des marchands d'accessoires. Rose Bertin pour Marie-Antoinette ou Hippolyte Leroy pour l'impératrice Joséphine ajoutaient des accessoires, rajoutaient les plumes, le chapeau. C'était avant tout des gens qui organisaient les fioritures autour. Donc la mode est un concept quand même assez moderne. Et vous aviez, au XVIIIe siècle, vous aviez les corporations, les tailleurs, où il n'y avait que des hommes. Les corporations féminines ont dû se battre avant d'arriver à la fin du XVIIIe siècle, et encore dans des domaines très précis comme la dentelle, mais la coupe, la passementerie, le bouton qui est un fait masculin, tout ça c'est un fait de corporation masculine. Donc la mode c'est Worth qui l'a inventé, je pense. Et tous les couturiers, Doucet du XXe siècle, Poiret, on en passe des meilleurs. Mais c'est intéressant votre question. C'est vraiment un concept moderne, je pense, et c'est un concept français. Et un concept français. Bien sûr, à travers la haute couture française, depuis Worth, depuis le Second Empire, oui. J'ai lu dans un des articles publiés sur le site de la Chambre que le bouton était principalement ornemental au départ. Est-ce que j'ai mal lu? Non, c'est tout à fait cela. Alors ici, effectivement, vous voyez les boutons qui ferment le gilet, mais vous voyez que tous les boutons qu'il y a ici sur cette... Ça, c'est un habit de livrée italien de la fin du XVIIIe siècle, d'une grande maison ducale italienne dont j'ai oublié le nom, mais que je peux retrouver facilement. Vous voyez bien ici que le bouton est ornemental. Pourtant, là, on est sur un laquais, on n'est pas du tout sur un habit de cour, on est sur une livrée d'une grande maison italienne. Le bouton est avant tout un phénomène d'apparat, il ne sert pas à boutonner. D'ailleurs, vous voyez bien qu'ici, ce n'est pas boutonné, c'est agrafé. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de boutonnière non plus. Donc, on est vraiment sur l'apparat. Sous Louis XV, vous aviez les boutonnières qui ornaient tous les habits, mais qui n'avaient pas pour fonction de boutonner. Et pareil sur les poches, dans le dos, vous voyez bien, là, j'en ai pas d'autres. Là, vous avez 2 boutons ici, c'est de l'apparat. Donc, effectivement... Et c'est vraiment un phénomène masculin d'apparat, de raffinement et de puissance et de classe sociale élevée. Vous nous avez apporté également ici une robe, je trouve, qui prend la lumière d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Alors ça prend la lumière parce que c'est du satin de soie damassé, broché. Encore là, c'est pas très compliqué, mais des fois, vous avez des satins ou des taffetas changeants avec la chaîne et la trame de couleurs différentes. Là, nous sommes sur une robe à tournure. Début Troisième République, c'est une ligne dite princesse, c'est-à-dire là, qui épouse complètement les lignes du corps, tout en accentuant les
Ange de la Dame. Nous sommes dans une société française très bourgeoise de la fin du 19e siècle, donc qui correspond à des critères qui vont bientôt devenir la Belle Époque, avec la libération des lignes à partir de 1900, comme la robe du fond, la fameuse Kaiser dont je voulais vous montrer. Alors là, nous sommes en 1910-1915. Alors, vulgairement, vous pensez au Titanic. Mais ça va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe en 1915 ? Eh bien, la mode est un éternel rebondissement et on s'inspire de l'époque Premier Empire 100 ans plus tôt. Donc le néoclassique, la Grèce antique revient à la mode, les drapés. Ici, on a des mousselines comme nous avions sous le territoire le consulat et l'Empire. Donc en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, cette robe est griffée Kaiser, une maison secondaire. Il y a beaucoup de maisons secondaires d'importance en France. Kaiser à Lyon. Et ici, vous avez de la mousseline imprimée au bloc, alors, comme pour les ballets russes, comme Mariano Fortuny, avec des perles qui ressemblent étrangement aux perles de Murano, comme on voit dans les robes, dans les abats, au sens robe syrienne, qui est toujours exotique et orientaliste. Donc ici, vous avez un effet de superposition de mousseline de soie plombée par des perles en gland, très très néoclassique évidemment. Toutankhamon n'est pas loin, l'égyptomanie n'est pas loin. L'égyptomanie, c'est 20-25. On pense aussi à la Wiener Werkstätte à Vienne. Tout à fait. On est complètement dans cette mouvance-là avec les ballets russes. Et c'est vrai qu'on a peu conscience en France de l'influence énorme de l'école de Vienne de ces années-là. Et on les passe sous silence. Mais tous les grands créateurs, Poiret le premier, est allé à Vienne travailler. Dufy est allé à Vienne. Donc c'était vraiment une source d'inspiration. On est vraiment dans cet esprit-là. Bon, là, c'est pas trop difficile à dater. Je ne m'aventurerai pas sur 2 ans près. Mais sur 3-4 ans, oui, facilement. On est vers 1915-1917 maximum. Là, on se permet au XXe siècle la symétrie. Le principe du costume avant la mode, le costume, c'est la symétrie, surtout dans l'habit français. La symétrie parfaite du corps. Ici, on est dans l'asymétrie, comme a fait Paul Poiret. Notamment, il y a une robe de l'épouse de Paul Poiret qui est exactement le même travail, avec ce châle sur une épaule et de l'autre côté une simple manche. Donc jouer la symétrie et le croisement comme une statue grecque drapée à l'antique. Donc c'est ça qui est intéressant avec les couturiers au XXe siècle. Y a-t-il un événement vraiment marquant qui a donné naissance à votre spécialité ? Je pense réellement par rapport à mon âge et à mon âge de collectionneur, ayant commencé dans les années 70, que le choc pour moi et pour d'autres collectionneurs privés français aussi, c'était le bicentenaire de la Révolution en 1989 avec l'exposition sur le costume de cour français, la plus grande collection au monde, détenue par les Japonais, par le musée de Kyoto, qui a présenté, donc catalogué en anglais, en français, etc. Je pense que ça a été une prise de conscience et une claque pour les scientifiques et les chercheurs français. Évidemment, il y avait toujours eu les Arts Déco, le musée Galliera, des musées du costume, etc. Mais dans les années 90, je pense que tout ça a pris une dimension différente et surtout, cette niche s'est un peu mondialisée et les Français se sont dit, mais mince, on a de l'or dans les mains, on ne s'en occupe pas. Et c'est depuis cette époque-là que les gens s'intéressent au costume, puis à l'histoire de la mode, puis à la mode. On a bien vu la différence, on a la distanciation tout à l'heure. Mais effectivement, tout ça est un fait moderne assez récent. Dans les années 60-70, personne s'y intéressait. Les brocanteurs débarrassaient les maisons, gardaient les horloges comtoises et les armoires normandes et faisaient du feu avec tout ça. Parce que, après tout, c'est que du chiffon. Le chiffon, c'est que féminin, donc c'est pas très important. La prise de conscience est vraiment récente. Et d'études scientifiques par les musées, par du coup les experts. On a maintenant quelques experts en mode. C'est d'une richesse absolument incroyable. Les choses ne sont pas toujours tracées de manière définitivement. Moi, ce que je retiens finalement après ça, plus je collectionne, et Dieu sait si je commence à avoir beaucoup de choses à la Villa Rosemaine, et je suis très actif sur le marché de l'art. Je crois que dans mes expertises, j'essaie d'être un petit peu moins péremptoire ou un petit peu moins définitif. Le problème d'une expertise, quand elle est trop définitive, j'aime bien laisser la porte ouverte. Qu'est-ce que vous apporte la CNES dans votre métier ? La CNES m'apporte avant tout une communauté d'intérêt collective autour de la recherche et du savoir. Et c'est vrai que j'ai découvert à travers parce que moi je suis un petit peu un embryon, un peu un cavalier seul en France. Je voyage beaucoup sur l'étranger, je suis beaucoup sur le marché anglais. Je suis en province, sur la Côte d'Azur, je ne suis pas à Paris, etc. Bon, je ne suis pas le seul, 3/4 des experts sont en province.
mais ça m'apporte surtout le fait de pouvoir consulter ses collègues et surtout de pouvoir échanger dans les chambres régionales, et donc d'avoir une vision du métier, et puis des fois de nous alerter sur le CITES, les permis d'exportation, etc. Donc sur le plan technique, effectivement, c'est une vraie ressource.